page de notre webinaire sur le premier sujet. De quoi parle-t-on quand nous parlons de résilience? Pour initier cette réflexion et avant de parler d'une définition, on vous a soumis les visages ou les dessins ou les peintures de 4 personnages plus ou moins célèbres. Est-ce que vous pouvez mettre un nom sur chacun de ces personnages et surtout, est-ce que vous savez en quoi ces 4 personnages ont des similarités en lien avec la résilience? Là, vous pouvez réouvrir votre micro les uns les autres en fonction de ce que vous voulez partager avec nous sur qui sont ces 4 personnages. Il y en a que vous connaissez évidemment, d'autres peut-être qui vous sont moins connus. Qui reconnaissez-vous? Allô, allô, bonjour à tous, Magali. Alors moi, je reconnais Frida Kahlo, je reconnais Mélodie Gardot, je reconnais… Bon, ben j'arrête. Je vais laisser la place aux autres. En fait, tu les connais tous, Magali. Bonjour, Frida Kahlo et effectivement Mélodie Gardot. Et là, je vois bien la résilience. J'ai honte, un trou de mémoire sur ce musicien qui est probablement le plus connu des 4, le pianiste chanteur aveugle. Ray Charles. Merci. Merci Christophe. En bas à droite, ne serait-ce pas Aimé Mulins? En bas En bas à droite, avec ses lunettes de soleil, ne serait-ce pas Aimé Mulins? Eh bien non, c'est Mélodie Gardot, Stéphane. Ah, En Aimé effet, Mulins qui a la caractéristique d'avoir été l'égérie d'une marque de cosmétiques, L'Oréal, et qui n'avait pas de jambes. Ah, elle aurait pu figurer. Ben oui, c'est pour ça. Sur cette page, en effet. Mélodie Gardot, d'accord. Ouais, Mélodie Gardot. Chanteuse de jazz magnifique. Je partage. Alors, qui connaît en bas à gauche? Parce que là, j'avoue, je sèche. Il est moins connu, Est-ce effectivement. Est-ce que quelqu'un le connaît, celui qui est en bas à gauche? Un Américain, mathématicien, prix Nobel d'économie. Non, Francis? Alors, il s'agit de lancer au pif, mais John Nash, comme Frida Kahlo, et évidemment comme Ray Charles et Mélodie Gardot, tous les 4 ont abouti, ont produit des choses merveilleuses à leur niveau, alors qu'ils traversaient durant leur vie des difficultés profondes. Frida Kahlo, vous le savez sans doute, a été atteinte à 7 ans de la poliomyélite et a vécu une grande partie de sa vie allongée et a peint allongé. Ray Charles, vous connaissez son histoire et le fait qu'il ait assisté au décès de son frère par noyade quand il était enfant et que vraisemblablement il y a un lien entre ça et sa cécité. Mais vous savez, le chanteur et l'homme qu'il est devenu après. Mélodie Gardot, vous le savez sans doute aussi certains, elle a vécu un accident de la circulation et a été cassée en 1000 morceaux. Peu de monde et aucun médecin lui donnait des chances de remarcher et de rebouger son corps. Et la musique et le chant ont été pour elle des facteurs de renaissance et de résilience. Et puis en ce qui concerne John Nash, cet homme, un grand mathématicien, prix Nobel d'économie, était en fait schizophrène. Et durant toute sa vie, a vécu avec cette schizophrénie et sans que cela ne l'empêche de produire des travaux qui ont été salués par la communauté internationale. Il n'y a pas eu un film qui était fait sur lui il y a 10-15 ans? C'est possible, Laurence. C'est possible. Si vous nous le retrouvez, volontiers pour nous le partager. Je ne le connais pas à ce stade, mais sans doute. Christophe dit oui. Oui, j'ai plus le titre en tête, mais… ok. Eh ben, on est preneur dans le chat. D'accord. Bon, je fais mes recherches et ok. Merci. Un homme d'exception. C'est ça. Alors, est-ce que c'est John Nash, un homme d'exception? Oui. Après, c'est ce que dit Wikipédia. Mais bon. Ok, parfait. Alors, on prend. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Google. Voilà, donc cette introduction dans la résilience pour vous dire que, évidemment, ce que vous savez sans doute, nous sommes tous confrontés à un moment donné par la résilience. La résilience, il y a de la souffrance et il y a ce qu'on fait de la souffrance. Eh bien, nous allons entrer par ce biais-là dans une tentative de définition
au fil du temps, parce qu'il y a aussi une notion temporelle de cette notion. Alors, une petite bande dessinée pour commencer, qui est issue du 1 dont Christophe vous parlait. En fait, souvent, quand on parle de résilience, on a tendance à historiser ce mot et ce concept avec les physiciens au début du XXe siècle. Et c'est vrai que quand on a commencé à parler de résilience, c'était un concept qui était appliqué à la résistance des matériaux et des métaux ou du bois. Et ce mot résilience, en fait, le sens d'origine dans la physique, c'était de dire quand les métaux reçoivent un choc, il y a une capacité au bout d'un certain temps pour eux de reprendre leur forme initiale. Donc vraiment, ce concept de résilience, c'était comment on reçoit un choc, comment on est déformé à un moment donné et progressivement dans le temps, parce qu'on a certaines propriétés intrinsèques sur le plan physique, on reprend petit à petit la forme initiale. Là aussi, quand on regarde l'histoire, ce concept est passé de la physique au domaine de la psychologie, notamment avec tous les psychologues qui, après-guerre, ont étudié le concept de résilience et l'ont appliqué, vous le savez, à tous les gens qui avaient été déportés dans les camps de concentration pour étudier, pour la plupart d'entre eux, comment avait fonctionné leur capacité à revivre après ce traumatisme extrêmement important de la détention et des camps de concentration. Et donc, c'est Boris Cyrulnik, que vous connaissez tous, donc je ne lui ferai pas l'affront de le présenter, qui a énormément écrit, porté beaucoup aussi une parole sur le sujet dans le domaine psychologique et qui continue encore à le faire dans le contexte de la crise sanitaire depuis un certain temps et qui donc parle de la résilience. Maintenant, c'est vrai que je vous parle du début du XXe siècle, mais si on regarde cette petite bande dessinée du 1 et si on regarde l'histoire, en fait, il se trouve que le concept peut être daté vraiment bien d'avant. Et on parle de 1626 avec un philosophe anglais qui s'appelait Francis Bacon et qui a utilisé ce mot pour étudier le son et comment le son se restaurait quand il trouvait des obstacles et qu'il arrivait à passer un certain nombre d'obstacles avec les échos et à se restituer dans son état initial. On le trouve dans le dictionnaire Larousse, le mot résilience, à partir de l'année 1911. Il fait son entrée et comme vous le savez, il vient du latin qui veut dire résilire et qui en fait veut dire sauter en arrière. Alors voilà, pour tous les sportifs ou de l'esprit ou du corps, ça vient de là, résilire, c'est sauter en arrière. Donc juste un petit panorama rapide historique pour dire comment on est passé de la physique au monde de la psychologie, comment on dit que c'est un concept qui est vraiment né au XXe siècle. Eh ben non, on pourrait l'historiser un peu précédemment. Et donc, en fait, c'est un mot qui existe depuis un certain temps et que la crise que nous vivons depuis un an nous amène à revisiter et dont la richesse est enfin réexploitée parce que, bien sûr, le regard qu'on peut porter sur ce terme résilience peut être éclairé de tout un tas de facettes et l'idée c'est de vous donner des ouvertures sur ce mot parce que pour certains il peut être connoté de façon extrêmement négative, pour d'autres au contraire il peut être vécu de façon extrêmement positive. On peut aussi en faire un mot magique, c'est-à-dire que vraiment le mettre à toutes les sauces et ça va être aussi notre objectif ce matin, c'est de le relativiser et de le remettre aussi un peu entre guillemets à sa place. Oui, donc on a quand même un point de départ qui est issu de travaux sur l'observation de qu'est-ce qui se passe lors d'un changement. Pourquoi on en parle ainsi aussi? Parce que vous avez vu de la critique, vous avez entendu parler de regard critique. On vous a sorti un texte issu d'un télérama du début de l'année, très récent, où des sociologues, des psychologues du travail, des gens qui observent plus particulièrement les relations au travail, nous disent mais attention, certes la résilience ça semble exister, quoique certains remettent en question même, y compris les travaux de Boris Cyrulnik, mais nous disent attention à ce que la résilience ne devienne pas une injonction, et une injonction pour tous à considérer que tout doit nous rendre plus forts. Nous en allons en parler dans quelques minutes, mais évidemment, nous ne sommes pas égaux dans ce que nous faisons de ce qui nous arrive. Et donc, dès lors que nous regardons ça ainsi, nous devons rester bien humbles et modestes dans ce qui va se passer pour chacun d'entre nous. On va fournir quelques clés sur ce qui
nous pense, ce qui nous paraît pouvoir être des pistes pour avancer, mais il y a au départ le point de vue de chacun, le regard de chacun par rapport à ce qu'il vit, qui est éminemment personnel et qui doit résister à l'injonction. Donc, voilà, on voulait vous rappeler ça quand même de Télérama. On vous citera un petit peu plus loin les deux auteurs qui sont à l'origine de cette critique. Il y a un sociologue qui a écrit un livre sur la santé en France, notamment la santé mentale en France, et qui dit attention. Et nous voyons, nous entendons, et vous entendez sans doute aussi parler dans certaines organisations où, en effet, dans des moments comme celui-ci, on dit il faut être résilient, il faut aller de l'avant, etc. Et là, on tombe en effet dans un des travers que l'on peut nous aussi dénoncer. Dépasser la difficulté, c'est un processus, nous allons y arriver dans un instant, et donc ça doit sans doute être accompagné avant d'être le fruit d'une injonction et d'une obligation pour chacun d'entre nous. Donc, si on reprend la définition qu'évoquait Sylvia tout à l'heure, la capacité pour un corps, un organisme à retrouver ses propriétés initiales après une phase d'altération, on voit qu'il y a 3 grands univers où on a pu observer ou étudier les phases de résilience. Évidemment, dans le monde de l'entreprise, on a entendu parler de l'entreprise OVH, qui a vécu ces derniers jours 2 incidents importants qui ont provoqué des répercussions un peu partout, puisque beaucoup d'entre nous sommes clients d'OVH, à minima pour des sites internet, ou pire pour de la gestion de données. J'entendais parler d'une entreprise qui est dans la certification qualité dans le monde de la formation et qui a 100% de ses bases de données de tous ses clients, de ses processus de certification qui étaient hébergés chez OVH. Vous imaginez, en un mois, ce qu'il a fallu mettre en place pour dépasser cette difficulté. On peut appeler ça autrement que résilience, bien évidemment, mais il y a tout un processus de comment on s'y prend pour réparer, pour dépasser cette énorme difficulté. Dans le monde écologique, qui est un monde qui m'intéresse beaucoup et dans lequel j'ai un peu d'histoire personnelle, si vous regardez une forêt après qu'elle fut victime d'un incendie, comme en Australie, comme dans plein de régions malheureusement, en général, on n'y voit que des arbres calcinés. Et les spécialistes ont montré qu'après 6 années, mais même déjà après 1 année, on voit des redémarrages. Et après 6 années, il y a une reconstitution, pas à l'identique évidemment, puisqu'il faut du temps, mais il y a une reconstitution et que le feu ne brûle pas tout. Et que le feu, parfois, est activateur d'autres processus de dégradation et de fertilisation qui vont provoquer la renaissance et la vie. Et donc, ça, c'est intéressant de l'observer aussi. Et en psychologie, on en a un petit peu parlé. Sylvia l'a évoqué quand elle a parlé, et on va y revenir à propos de Boris Cyrulnik. Donc, il y a plusieurs univers, évidemment, dans lesquels on peut regarder des processus de reconstruction comme des processus de résilience. Alors, en termes de définition, pour clore cette première partie qui est de quoi parle-t-on et situer le mot de résilience, évidemment, je vais m'inspirer de Boris Cyrulnik qui, de mon point de vue, dit quelque chose d'important, c'est que en fait, la résilience, ce n'est pas un état. C'est pas on est ou on n'est pas résilient, c'est un processus. Et donc, dans sa définition, il dit que pour qu'il y ait résilience au sens psychologique du terme, il faut qu'il y ait effectivement une étape d'agonie psychique, comme il le cite, et après, un processus de redéveloppement ou de développement qui permet à la personne, à l'organisme, à l'organisation de redémarrer une croissance et un processus de croissance. Donc, première bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on n'est pas ou on est résilient à vie. Ce n'est pas un état, c'est un processus et on verra tout à l'heure aussi avec les neurosciences comment cela a été décortiqué sur le plan du fonctionnement du cerveau parce qu'il est vrai qu'au départ, on n'est peut-être pas tous égaux par rapport à ça. Il se fait que d'un point de vue génétique et d'un point de vue cérébral, il y a des personnes qui au départ peuvent être mieux prédisposées pour un processus de résilience, mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est quelque chose de malléable et qu'on peut le travailler et qu'on peut bien sûr devenir résilient et progresser sur ce sujet. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du sujet, c'est que c'est pas un état définitif au départ, c'est un processus. Tout le monde, certes, n'est pas égal
génial sur le plan biologique, génétique, cérébral du terme, mais que ça peut se travailler et chacun à notre niveau, on peut progresser sur ce processus de résilience. Alors, il y a d'autres mots aujourd'hui qui ont remplacé la résilience quand on regarde un peu les ouvrages scientifiques, et vous le verrez sans doute, dans beaucoup d'articles en ce moment, plutôt que résilience, on parle de la croissance post-traumatique, la CPT. Donc, c'est exactement la même chose. Et c'est notamment tous les articles qui ont essayé d'étudier la détresse psychologique depuis 1 an qui malheureusement est née à la suite de la crise sanitaire et comment, dans des cas de détresse psychologique, les gens pouvaient revenir à cette croissance post-traumatique, revenir dans un processus de développement personnel ou professionnel en fonction des cas. Donc, CPT et résilience, aujourd'hui, c'est la même chose. D'ailleurs, on va vous présenter dans quelques instants à l'occasion d'un état des lieux de ce que l'on voit, les résultats d'un baromètre que l'on suit attentivement, celui d'une entreprise confrère qui s'appelle Empreinte Humaine. Et dans leur baromètre, depuis 1 an, ils étudient aussi, pas à chaque vague malheureusement, mais ils étudient aussi la proportion d'une population que l'on peut considérer en croissance post-traumatique. Et ce qui est intéressant, donc lors du 3e trimestre 2020, il disait qu'il y avait un peu plus de la moitié des salariés d'entreprise qui s'estimaient en croissance post-traumatique. Et ce qui est intéressant aussi dans des processus psychologiques, c'est que on nous dit que les personnes qui sont dans cette phase-là, qui sont donc en forme de résilience, jouent un rôle pour aider ceux qui sont un peu plus en difficulté. Et que quand on se sent plus à l'aise dans la situation, on va parler de lien aussi ce matin, eh bien, on peut être en situation d'accompagnement, d'aide et de soutien pour ceux pour qui c'est plus difficile en ce moment-là. Et ça peut aider aussi au processus global. On continue ? Oui. Voilà, dernier petit contre-pied pour pas être que positif et constructif sur l'histoire de la résilience. Ce sont ces 2 auteurs que je vous évoquais tout à l'heure, Xavier Briffaut et Nicolas Marquis, qui disent attention, le revers en effet, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, le revers c'est que les gens qui ne vont pas mieux, les gens qui souffrent en cette situation, qui ne sont pas dans la résilience, le risque c'est de les dévaloriser. Le risque de les culpabiliser parce qu'ils ne sont pas en mesure de surmonter la souffrance aussi facilement que ceux qui le font. Et qu'en effet, il y a là un piège à éviter. Donc, le piège, il est dans l'injonction. Donc, si on n'est pas dans l'injonction, dans la réflexion, dans la recherche de ce qui peut aider je crois qu'on peut favoriser, on peut mettre de côté ce risque. Mais on voulait pas faire cette intervention sans vous parler de ça aussi. Parce qu'on en entend beaucoup parler et il y a un courant de pensée politique qui a tendance à dire que la résilience c'est libéral et que la non-résilience ce serait plutôt communautaire ou social. Je trouve que c'est un peu schématique et caricatural vraiment de regarder les choses uniquement ainsi. Je crois que ce que nous venons de vous partager, en particulier Sylvia, échappe un peu à ce regard très schématique. Alors, bienvenue aux nouveaux arrivants. La petite cloche qui sonne, ça signifie qu'il y a des nouveaux arrivants. Pardon, on ne vous accueille pas, on ne vous voit pas tous arriver en ce moment. Tout à l'heure, vous étiez, je ne sais plus, j'arrive pas à voir. On ne peut plus voir combien avec la présentation. On vous dira tout à l'heure, mais oui, vous êtes 33 maintenant parmi nous. Donc, vous arrivez au fil de l'eau et merci de nous rejoindre. Donc, après ce premier tour d'horizon rapide sur comment définir la résilience, on vous propose maintenant le 2e chapitre sur que voyons-nous autour de nous, chez nos clients, et comment les études, notamment de notre confrère Empreinte Humaine, nous enseignent sur ce qui se passe en ce moment en France et en particulier, on regarde aussi le monde de l'entreprise, vous vous en doutez, nous sommes acteurs dans le monde de l'entreprise. Ce que l'on peut regarder d'abord au niveau national, avant de regarder le baromètre. Alors, pardon, ce chiffre-là n'est pas issu du baromètre Empreinte Humaine, ce sont les suivants. Une petite erreur de pied de page, mais ça, ce sont des études nationales sur la santé psychologique qui sont faites en France. Et je n'ai gardé qu'un seul tableau qui compare les résultats d'enquête nationale sur le sentiment de la présence de syndrome dépressif chez tous les Français, quel que soit leur âge. Et si vous suivez les colonnes qui sont sous lesquelles il y a un petit triangle vert, ce sont celles qui sont à regarder en priorité.
qu'est-ce qu'il faut plus particulièrement retenir de ce tableau? D'abord, vous voyez en orange, ce sont les derniers chiffres, la dernière vague d'enquête sur la prévalence de syndrome dépressif. Et vous voyez que si on suit la colonne de gauche, dans tous les âges, cette prévalence de syndrome dépressif est en augmentation, puisque ce serait présent chez 13,5% des Français. C'était en 2014 2 fois moins, grosso modo, et en 2019 une fois et demie moins. Donc on voit bien qu'au niveau global de notre pays, mais ça vous le savez déjà, la presse et les médias s'en font largement l'écho. Ce qui est un peu plus, à notre avis, inquiétant, c'est sur les classes d'âge. Et vous voyez qu'il y a une différence totale avec le temps. Il y a une inversion totale des classes d'âge qui sont dans ce sentiment de dépression, dans ce syndrome de dépressif, au fil de ces trois vagues d'enquête. Puisque là, la classe qui est la plus touchée aujourd'hui, c'est la classe des 15-24 ans, pour laquelle, vous voyez, il y a une explosion du taux de syndrome dépressif. Donc là aussi, je crois que vous êtes tous conscients de ça, puisque les médias, ces derniers mois, se sont fait largement l'écho de la souffrance d'une grande partie des étudiants qui sont plus particulièrement concernés par l'isolement. On reviendra aussi là-dessus. Évidemment qu'il y a quand même une petite précaution à prendre quand on regarde classe d'âge par classe d'âge. Heureusement ou malheureusement, une classe d'âge, c'est un ensemble composite avec des variantes. On peut être, si on est dans des conditions sociales, des conditions matérielles, d'hébergement qui sont plus confortables, où on dispose de plus de facilité pour être en cours à distance, pour être en lien avec les autres, probablement qu'il y a des écarts. Mais vous voyez qu'à l'intérieur d'une même classe d'âge, 22%, c'est énorme, 22% donc des 15-24 ans qui ont une prévalence de syndrome dépressif en France. Si vous suivez les autres colonnes, vous voyez que jusqu'à la tranche des 55 ans, on est dans une augmentation importante, entre les différentes phases de ces syndromes dépressifs. Et ce n'est qu'à partir des 55-64 ans que la courbe s'inverse. Dans la toute première vague de 2014, c'était chez les 75 ans et plus qu'il y avait le plus de syndrome dépressif. Alors, il reste relativement élevé dans cette classe d'âge, mais c'est en baisse. Et ça confirme aussi que toute la politique de prévention, la politique sanitaire qui a été mise en place cette dernière année a d'abord privilégié la préservation des âgés, des plus âgés. Et donc, on est dans une observation assez logique de ce qui se passe, et d'où la nécessité de prendre des mesures comme cela a été fait ces dernières semaines pour maintenant s'intéresser plus particulièrement aux jeunes. Voilà, ça c'était un premier topo global sur la prévalence de la dépression. Donc, on est dans une situation clairement difficile où on a une augmentation notable des taux de syndrome dépressif en France. Si on regarde un peu plus le monde de l'entreprise, qui est celui que nous suivons d'un peu plus près, donc nos confrères d'Empreinte Humaine étudient ce qu'ils appellent la détresse psychologique des salariés. Peut-être qu'on ne va pas s'attarder oui. sur ce slide. Vous avez entendu parler de ces chiffres. On insistera peut-être sur deux d'entre eux. Tout d'abord, effectivement, de dire que 45% des salariés français, donc ça, c'est premier trimestre 2021. Donc, on a essayé aussi de vous fournir des statistiques plus récentes parce que ces études, depuis un an, ont lieu à peu près tous les 3 mois. Tous les trimestres, elles sont réactualisées. Et bien évidemment, ces chiffres changent en fonction du confinement, du combientième de confinement nous en sommes, puisque c'est le 3e, et de toutes ces vagues successives que nous prenons dans l'épidémie. Donc, il y a 45% effectivement des salariés qui se déclarent en détresse psychologique, dont 20% d'entre eux en détresse psychologique élevée.
Donc là aussi, de considérer que 1 sur 5 est vraiment dans un état assez négatif, voire problématique, peut-être du burn-out, on ne sait pas quel est le qualificatif qui pourrait aller avec ça. Et 63% des salariés déclarent qu'ils voient de plus en plus de gens en détresse psychologique autour d'eux. C'est-à-dire à la fois ils le vivent pour eux-mêmes, mais ils sentent que leur entourage est également en train de chanceler et de tomber également en détresse psychologique, voire en dépression, puisque c'est le mot qu'on entend aussi beaucoup en ce moment. On va peut-être passer, parce que je vois que le temps avance. Alors oui, sur les personnes qui sont considérées comme les plus à risque dans cette étude, bon, les moins de 29 ans, vous n'êtes pas surpris, ça fait écho avec les chiffres du tableau sur le niveau national. Et dans les moins de 29 ans, on englobe aussi des jeunes travailleurs, évidemment. Les managers, ça peut surprendre parce que jusqu'à présent, ils échappaient un peu au radar. Et dans l'avant-dernier baromètre empreinte humaine, on voyait déjà qu'il y avait un taux de détresse psychologique chez les managers plus important que chez les salariés. Et donc, dans les entreprises, nous, ces derniers temps, on a souvent entendu nos interlocuteurs dans les ressources humaines nous dire il faut qu'on demande aux managers de prendre soin de leurs collaborateurs, mais attention aussi à ne pas oublier les managers dans la chaîne, parce que si eux, qui sont à risque aussi et qui sont en souffrance également, ne sont pas considérés, on risque là aussi de les mettre dans une injonction à soutenir les autres sans qu'ils soient eux-mêmes soutenus. Et évidemment, il faut, et là maintenant je pense que c'est de plus en plus public, mais les femmes sont également plus souvent en situation de détresse psychologique. Vous le savez, on parle de charge mentale et le décalage entre le pourcentage de femmes qui sont en détresse psychologique par rapport aux hommes est très important, 53% versus 38%. Donc là aussi, nous le savons, nous le voyons, nos interlocutrices clients qui travaillent à la maison, nous les voyons devoir jongler avec les différentes responsabilités qu'elles peuvent être malheureusement les seules ou principalement seules à assumer. Donc là, sur la situation, globalement, les conditions de travail, on voit qu'elles sont considérées comme dégradées au fil du temps. Là, il y a quand même un phénomène intéressant qui a bougé nettement à nos yeux depuis 9 mois. En juillet 2020, on était dans une situation où finalement, une majorité de télétravailleurs disait « ça n'a pas été facile, mais on est pas mal chez nous et on se sent protégé chez nous ». Or, maintenant, ça n'est plus du tout le cas. La majorité des télétravailleurs souhaiteraient revenir au travail si les conditions le permettaient et trouvent que maintenant, l'éloignement, le manque de relation avec les collègues est facteur, là aussi, de détresse psychologique. Alors, il y a beaucoup de statistiques, si ça vous intéresse. Nous avons fait des extraits de ces études. Il y a beaucoup aussi de choses sur le télétravail en lui-même et la façon de vivre le télétravail de la part des collaborateurs. On n'a pas fait cet extrait-là ce matin parce que ce n'était pas tout à fait le sujet et qu'on risquait de faire un webinaire sur le télétravail, ce qui n'était pas l'objectif. Mais sachez qu'elles sont à disposition et qu'on peut se les procurer très facilement. Et de voir exactement comment vivent les gens, les conditions de télétravail et l'évolution de la perception par rapport à ça des collaborateurs depuis 1 an, qui, comme le disait Christophe, a énormément changé. Oui, c'est l'objet de la slide suivante du reste. Voilà. Sur le fait que 4 salariés sur 10 s'estiment en lassitude au travail. On a 2 éléments complémentaires qui éclairent aussi cette information. C'est des chercheurs qui ont observé qu'en télétravail et avec des écrans, notamment lorsqu'on est en situation d'interaction, et ça nous intéresse, nous qui travaillons sur les relations interpersonnelles, lorsqu'on est comme ce matin, là dans un webinaire, nous en particulier, mais vous aussi, cherchons les fameux signes non verbaux que l'on a l'habitude de collecter inconsciemment, naturellement, lorsqu'on est en interaction dans le même lieu. Et on les cherche parce qu'on en a besoin. On a besoin de sentir comment vous réagissez à ce que nous disons. Donc là, nous faisons quasiment 100
dans la configuration de ce matin, mais c'est difficile. On en voit certains d'entre vous, mais la vignette est petite. Et il a été démontré que ça demande un effort très important sur le plan cognitif et cérébral de chercher ces signaux par écran interposé et que ça fabriquait de la fatigue supplémentaire. Donc, il y a des études qui ont été publiées là-dessus. Et puis, le deuxième élément, c'est que, qui n'est pas présent non plus à distance, c'est nos fameux neurones miroirs, les fameux neurones sociaux qui s'activent lorsqu'on est en présence d'autres personnes. Et bien, ils ne s'activent pas non plus lorsqu'on est à distance. Et donc, ce qui peut être du soutien, de la connivence, de la complicité, disparaît un petit peu à distance. Et donc, on en est dans une relation qui reste plus froide et qui demande plus d'énergie, ce qui peut expliquer les chiffres que nous voyons sur ce slide. Pour terminer, et sur une note positive, on a aussi suivi, alors ça, ce n'était pas dans la dernière, dans le dernier baromètre empreinte humaine, mais c'est toujours issu de chez eux, sur la notion de soutien, et ça fait un peu le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur la nécessité ou la possibilité de soutien. Et le soutien perçu, c'est-à-dire il y a le soutien en tant que tel, mais aussi la perception du soutien, ce qui est un sujet peut-être un tout petit peu différent. Et là, deux points positifs. La première, c'est qu'effectivement, le fait de se sentir soutenu et d'avoir la perception d'être soutenu améliorait bien évidemment les conditions et le bien-être des collaborateurs au travail. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, dans ces chiffres, c'est de voir qu'en fait, les sources de soutien et leur provenance, elles peuvent être relativement variées. Souvent, les collaborateurs pensent à leurs collègues immédiats, voire leurs managers, mais beaucoup parlent de leur direction. Et puis, dans les études, on voit que les DRH, les délégués du personnel, voire dans certains cas, la médecine du travail, pour 58%, ont joué un rôle déterminant ces derniers mois dans l'accompagnement des collaborateurs dans cette période d'épidémie et de crise sanitaire et sociale. Et bien sûr, le soutien fait diminuer le taux de détresse psychologique de façon extrêmement évidente. Et là-dessus, il y a aussi un certain nombre d'indicateurs qui ont été mesurés et qui montrent qu'on peut, grâce à des actions entreprises par les managers, par les DRH, par les équipes au sens large, faire diminuer cette perception de détresse et recréer du lien pour améliorer le bien-être des collaborateurs au sein des équipes. Alors là, on va finir notre partie statistique parce qu'elle pourrait nous prendre beaucoup de temps et malheureusement, on n'en a pas. Mais deux messages peut-être à ce stade. On a voulu resituer un peu le sujet de la résilience avec vous. Là, on a élargi un peu notre regard ce matin sur que disent les chiffres, qu'est-ce qui sort aujourd'hui sur la détresse en général et dans le monde du travail en particulier. On va passer au chapitre un peu de recentrer sur les pistes pour travailler sur la résilience. Mais à ce stade, on voulait vous faire un témoignage sur ce qu'on voit de nos clients. Donc, chez Kilotoa, en fait, on travaille dans des secteurs d'activité extrêmement différents. On travaille dans le retail beaucoup, dans la banque, dans les services, par exemple, dans des cabinets d'ingénierie et de conseil. On travaille également dans la cosmétique, par exemple, donc, et dans des organisations qui sont de taille plutôt importante, plus de 2000, 3000, 5000 collaborateurs, voire 60 000 collaborateurs. Donc, des métiers et des tailles d'organisation extrêmement différents. Ce qui nous frappe, nous, depuis un an, c'est deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas un modèle type de réaction des organisations aujourd'hui et des entreprises par rapport à la situation que nous vivons. Donc ça, c'est intéressant parce que certains des clients nous interrogeaient sur « mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Donnez-nous un conseil ». Et c'est vrai qu'en réfléchissant avec eux, il y a autant de réactions et de mise en œuvre des moyens de façon variée et diversifiée qui tiennent compte, bien sûr, d'un certain nombre de paramètres. Donc vraiment très difficile de se forger un avis sur quels sont les bons remèdes au niveau des organisations, qu'est-ce qu'on doit faire, mais des cas de situations extrêmement différents les uns des autres. Tant est que dans certains cas, on a des clients qui demandent à leurs collaborateurs de continuer à travailler au maximum
en présentiel, et pas forcément parce que le travail le demande ou les tâches le demandent, mais parce qu'il y a des dirigeants ou des managers qui estiment qu'il faut que les gens soient là pour être sûr qu'ils travaillent bien et que ça va bien le télétravail, mais ça insécurise énormément sur la façon de pouvoir gérer le travail à distance. D'autres, par contre, qui sont passés au télétravail total pour tout le monde depuis 1 an et qui n'ont pratiquement pas fait revenir les équipes au bureau. Donc, vous voyez, il y a ces 2 extrêmes. Et puis, au milieu, on trouve vraiment des situations extrêmement variées sur les 2 jours, les 3 jours, les 4 jours de télétravail par semaine, le volontariat ou pas le volontariat, le fait qu'on définisse des équipes ou qu'on ne le définisse pas. Donc, vraiment, les réponses sont multiples. Ça, c'est vraiment à garder en tête parce que ça nous frappe et que nous, en tant que consultants, on a bien du mal à dire finalement ce qu'il est plus pertinent de faire. Mais malgré cette diversité des situations, il y a 2 choses dont on est sûr. La première, c'est que plus en tant qu'employeur, en tant que manager, en tant que responsable dans la vie tout court, on entreprend des actions et on montre qu'on fait quelque chose, plus on va améliorer la situation autour de nous et permettre ces situations de résilience. Donc, dans tous les cas, ce qu'on recommande, c'est d'agir et de ne pas attendre qu'un certain nombre de mesures soient prises ou qu'un certain nombre d'aides gouvernementales soient proposées. Ça, c'est la première chose. Donc, garder le pouvoir de l'action dans une certaine mesure. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, c'est de bien considérer que la difficulté de la période que nous vivons, c'est que personne ne vit la situation de la même façon et que personne n'est pareil. Donc, vraiment d'inciter les personnes qui s'interrogent sur que faut-il faire, que doit-on mettre en place, sur l'individualisation des mesures et le fait d'avoir une analyse extrêmement fine des situations pour que les moyens mis en œuvre soient le plus pertinents possible. Alors malheureusement, c'est très chronophage, ça demande de mettre en œuvre des moyens relativement conséquents, mais vraiment de considérer que tout ce qui est collectif, bien sûr, il faut le faire, mais il faut arriver aussi à une gestion individuelle. Alors, parce que d'un point de vue organisationnel, avec ces allers-retours entre le domicile et le lieu de travail, personne n'est organisé de la même façon. Donc ça, c'est un premier facteur qui conditionne énormément la situation et l'appréhension des individus face à ce qui est en train de se passer. Donc, les moyens organisationnels dont on dispose. La deuxième chose, c'est l'autonomie et la compétence qu'on a pour gérer son organisation, personnel ou professionnel. C'est vrai que ça, c'est une compétence et que tout le monde n'est pas égal par rapport au fait de se lever le matin et de se dire aujourd'hui, comment j'organise mon temps, par quoi je commence, quelles sont mes priorités, comment je vais faire en sorte de favoriser des temps de réunion et puis du travail personnel, quelles sont les plages de réflexion que je vais me garder parce que j'en ai besoin et aussi pour travailler de façon différente. Donc ça, c'est une question de compétence. Et puis après, il y a la ressource psychologique individuelle dont on a parlé tout à l'heure et qui reste un élément déterminant. Oui, ce qu'on peut peut-être ajouter pour clôturer cette partie-là, avant de vous demander votre avis à vous, c'est observer ou faire remonter une information qu'on a glanée au fil du temps, c'est le besoin. Cette période, elle a fait émerger de la part des équipes un besoin impérieux de plus de communication. Parce qu'évidemment, en étant coupés les uns des autres géographiquement, physiquement, une grande partie du temps, on a des clients, des entreprises chez lesquelles les collaborateurs ne sont pas revenus depuis plus d'1 an. Ils n'ont pas remis les pieds à leur bureau depuis plus d'1 an. Et que du coup, cette distance géographique, ce cloisonnement entre les équipes, même si on se parle, mais il ne se passe pas exactement les mêmes choses, on a perdu des temps de communication informelle. Et du coup, cette phase, elle a fait émerger un besoin de communication récurrent, régulier, y compris même pour dire qu'on ne sait pas trop, qu'on n'en sait pas plus que la dernière fois, mais au moins pour dire qu'on n'en sait pas plus que la dernière fois. Voilà, ça c'est un sujet, on l'a observé même au sein de notre équipe ici, au sein de notre organisation chez Kilotoa. Et ce qu'on observe aussi dans les situations managériales, c'est que dans beaucoup d'organisations, les managers attendent d'avoir de l'information
claire et sûre pour communiquer. Et bien sûr, c'est pas vous que je vais l'apprendre, c'est qu'en cette période, avoir des informations sûres et claires, c'est extrêmement difficile, voire impossible, parce que tout change tout le temps et que et nos gouvernants et les scientifiques, il y a beaucoup de réponses qu'ils ne détiennent pas eux-mêmes. Donc, le premier message qu'on donne dans nos formations, c'est n'attendez pas d'avoir de l'information pour communiquer. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, les managers nous disent, oui, mais si on rencontre les équipes et si on se met en proximité des autres, qu'est-ce qu'on raconte ? Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi l'histoire qu'on leur raconte? Donc, on travaille avec eux là-dessus. Et là, le premier des points qu'on leur propose en tant que manager, c'est d'oser dire à leurs équipes comment ils se sentent eux-mêmes. C'est-à-dire aussi de sortir du schéma du manager tout-puissant qui, parce qu'il a des responsabilités, forcément, sait tout sur tout et a toutes les réponses, et deux, va très bien et n'a aucun état d'âme, n'a aucune humeur, est dans un état d'esprit complètement positif, etc. Et de leur faire admettre l'idée que leurs propres fragilités, voire leurs propres émotions, vont être un facteur aussi de remise en confiance des collaborateurs parce que, paradoxalement, quoi qu'on en pense, ça peut aussi les rassurer. Donc, de travailler vraiment sur ces deux axes-là, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'informations sûres et fiables qu'il ne faut pas communiquer, mais du coup, l'exercice de communication est un petit peu différent. Et n'hésitez pas à vous mettre un peu sur la table en tant que manager, c'est-à-dire révéler votre authenticité, mettez des mots sur ce que vous ressentez vous-même, bien sûr dans une certaine mesure, mais parlez de vous aussi et autorisez-vous ça. Du reste, dans un récent article de Harvard Business Review, il était même recommandé cette démarche pour les dirigeants et en mettant en évidence que de mettre en avant sa vulnérabilité en tant que dirigeant pouvait être un acte de management, de leadership authentique et positif. Alors, une petite question ? Une petite question. Enfin, une grande question. Oui. Alors, on va vous inviter à vous munir soit de votre smartphone s'il n'est pas loin de vous et d'aller scanner ce QR code que vous voyez à l'écran maintenant. Est-ce que vous voyez bien ce QR code? J'imagine que oui. Vous pouvez le scanner. Si vous n'avez pas de téléphone qui scanne dans votre barre de navigateur de votre ordinateur, vous pouvez taper bcast.live et vous avez un code session qui vous est demandé. C'est résilience sans accent 2021. Et à partir de ce code, on vous pose simplement une question qui apparaît simple, mais qui évidemment est profonde. C'est sur une échelle de 1 à 10, vous, là, aujourd'hui, personnellement, vous vous sentez comment par rapport à cette situation? Est-ce que vous vous sentez en totale résilience? Vous avez dépassé les événements avec facilité? Vous mettez 10? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plus difficile et vous allez donner un chiffre plutôt inférieur à 5? Où en êtes-vous? Et puis, on va projeter les résultats dès lors que vous aurez tous voté via ce mini-sondage Bicast. Est-ce que ça va bien pour chacun d'entre vous, l'accès à ce sondage, ou est-ce que vous avez des difficultés? Je vois qu'il y a déjà des chiffres qui sont publiés. Est-ce qu'on demande éventuellement de réagir ou on enchaîne? On peut le faire maintenant, le petit break interactif. Oui. Plutôt que de le faire à la fin. Il est 10h30 encore. Ouais. Alors, ça va passer très vite. Je vais arrêter de partager cette page-là pour partager. Je vais regarder au passage le temps que vous répondez. On répondra. Alors, vous nous avez déjà posé quelques questions. On y répondra un peu plus tard dans le webinaire, mais merci pour vos questions. Sur 50% de salariés en résilience. Oui, d'accord. Qui se déclarent en résilience. Oui, tout à fait. Alors, on va vous partager du coup les résultats. Voilà, donc ce que vous voyez à l'écran tout de suite, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, c'était plutôt un chiffre qui était attendu, mais vous êtes en train d'y répondre majoritairement. Donc, vous voyez, la logique de ce nuage de mots, c'est de faire apparaître en plus gros le chiffre ou le mot qui a le plus de redondance, qui a été cité le plus souvent.
Donc, si on s'en tient à ce que l'écran fige à l'instant présent, eh bien, vous êtes majoritairement plutôt assez résilient puisque c'est le 7 qui est écrit en plus gros, mais le 10 n'est pas loin, le 6 et le 8, ainsi que le 9 non plus. Il y a quelques personnes qui sont autour du 5, ça veut dire dans l'intermédiaire de la résilience. Et puis, quelqu'un a mis facilité à rebondir en lien avec le 8, j'imagine. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir votre micro et de partager quelques éléments, quelques commentaires autour de ce qu'on vient de passer, autour de là où vous en êtes vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez nous partager maintenant, avant que nous poursuivions sur la partie quelle piste pour faire résilience, quelles recommandations pour faire résilience? En attendant, on voit que le chiffre continue de bouger en fonction de vos différentes contributions. C'est la magie de ce genre d'outils que certains connaissent très bien. Oui. Alors, bonjour Paul Landowski, merci pour votre invitation. Simplement, c'était une intervention sur la première partie. Ne pensez-vous pas justement par rapport à ce qui se passe, ce qui s'est passé, ça remet un peu les pendules à l'heure, entre guillemets. Moi, je prends un exemple, j'ai créé Café Contact d'emploi il y a 15 ans, où on met en contact le lien avec des employeurs et puis des personnes en charge d'emploi. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, notre action est interrompue, mais seulement ça remet un peu en place la relation humaine, parce qu'on réalise aujourd'hui que le mot communication, le mot lien social est hyper important. Alors, la résilience, c'est un mot qui est utilisé parfois galvaudé, où j'entends des personnes plus âgées qui disent par rapport aux jeunes, ah oui, mais nous, on a connu des époques beaucoup plus dures. De quoi se plaignent-ils? Je dis pas, moi, je pense ça, mais on l'entend. Et il peut être possible, Boris Cyrulnik le dira certainement avec des précisions plus scientifiques, mais je vois les plus résilients que je connais autour de moi, sont des gens qui ont vécu des périodes beaucoup plus dures, très difficiles. Et quand je parle de pendule à l'heure, le sentiment que j'ai, c'est que finalement, moi je dis la nature est plus forte que l'homme, et qu'il y a des choses qu'on doit aussi accepter de respecter quelque part, parce que si on commence à pouvoir gérer tout, là on va avoir les vaccins, moi je vais me faire vacciner dans quelques jours, je dis c'est bien, on n'est pas pour le vaccin, je suis pas pour le vaccin, mais j'ai peut-être pas le choix quelque part, ça m'ennuie. Quelque part, il faut se dire que la Terre elle tourne et peut-être qu'elle a besoin d'être reposée et d'être un peu au répit. Alors les managers, le managing, moi je suis sorti de ça, je suis devenu un artisan social, mais à partir de là, je me dis que en fait, on a besoin, peut-être que c'est une leçon pour l'humanité de dire qu'on a besoin des uns des autres sans parler forcément d'argent, de liens, etc. Enfin voilà, je me tais parce que c'est, j'ai un livre qui s'appelle En point combat, mais et simplement, je trouve qu'il y a une richesse. J'entendais un pharmacien l'autre fois qui me disait, c'est fabuleux ce qui se passe aujourd'hui. Je dis, ah bon? Il dit, non, c'est terrible, mais sociologiquement, c'est très intéressant. Voilà, je voulais vous entendre là-dessus. Merci. Merci, Paul. Oui, comme dirait un de mes amis, c'est un sujet à deux bières. Tu m'en payes une, je t'en paye une et on discute de ça. Parce que il y a largement de quoi, discuter et enrichir sur ce que vous venez d'évoquer. Évidemment que si c'est l'occasion de plus de liens, nous allons en parler. C'est une bonne nouvelle. Encore faut-il que nous fassions tous notre petit pas pour aller plus en lien vers les autres. Et est-ce que ça permet à la nature de se poser? Faut l'espérer. Est-ce que ça va être durable? On ne sait pas. Mais évidemment que, en tout cas, on va l'évoquer tout à l'heure. Ça nous invite, je crois, en premier lieu tous à accepter ce qui se passe, puisqu'on n'a pas de prise sur l'essentiel de ce qui se passe en ce moment. Donc, ça nous invite à, de toute façon, accepter. Et donc, il y a un peu de renoncement, il y a aussi un peu de discipline personnelle pour se dire, on est obligé de faire avec ce qui est là. Alors, moi, ça m'appelle deux commentaires, Paul. D'abord, je ne répondrai pas à votre question parce que je ne saurais pas quoi répondre, là, tout de suite à chaud. Je la trouve grande, cette question, et comme le dit Christophe, elle mériterait du temps. Néanmoins, il y a plusieurs éléments dont on s'est inspiré, nous, en ce qui nous concerne. Le premier, c'est l'impermanence et la notion d'impermanence qui est très présente dans la philosophie et la religion bouddhiste, qui est effectivement en termes de valeurs, de croyances et de regard sur la vie, de considérer que tout change tout le temps.
Tout change tout le temps, c'est-à-dire, bien sûr, après la naissance, il y a la vie, puis après, il y a la mort. Après le jour, il y a la nuit. Après des moments de tristesse, il peut y avoir de la joie. Et donc, ça peut aussi faire partie d'une posture de vie, d'accepter effectivement que tout change tout le temps. Et bien sûr, après cette crise, il y aura forcément une reprise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, par rapport à ce que vous dites, c'est la place de l'homme sur cette planète et son impact. Est-ce qu'il a été bon ou mauvais et est-ce qu'il n'y a pas un petit rappel à l'ordre derrière tout ça? En tout cas, ce que ça interpelle chez l'être humain, c'est ce que vient de dire Christophe. Lui parle de renoncement. Moi, je parle de pouvoir et de contrôle. C'est-à-dire que cette période de crise nous amène à revisiter ce sur quoi nous pouvons avoir du pouvoir et du contrôle et de refaire un tri par rapport à ça. Parce qu'il y a bien évidemment des choses qui vont nous échapper et donc d'accepter qu'elles nous échappent, mais aussi de reprendre la main peut-être sur de nouvelles choses. Et c'est ça l'exercice et ça introduit le chapitre sur faire résilience et les pistes de recommandations, c'est de dire déjà d'apprendre à se réinterroger sur quel est mon vrai pouvoir dans cette situation et dans ce moment de vie et sur quoi je peux reprendre du contrôle. Voilà, donc l'impermanence et le pouvoir et le contrôle. Je crois que nous avons une question de Jordi qui a levé la main et ensuite nous allons reprendre et puis on vous laissera on va tâcher de laisser un temps d'échange à la fin de l'intervention, bien évidemment. Jordi, nous vous écoutons. Oui, alors j'avais deux interventions, je garderai la deuxième pour tout à l'heure. Très rapidement, j'ai bien aimé le côté historique du terme résilience, un terme dont il faut faire très attention, comme souvent dans nos métiers de conseil, les termes qui ont été un petit peu galvaudés. Je trouve très intéressant donc cet aspect historique et très intéressant aujourd'hui ce terme, au-delà de son usage, trouve des tas d'approches comme la vôtre aujourd'hui qui permettent de lui mettre plus de sens. Je voudrais juste, avec un peu d'humour, de provocation, rebondir sur le côté scientifique de cet terme résilient. J'ai la grande chance d'avoir fait il y a un certain nombre d'années un bac technique et d'avoir effectivement étudié la résilience des métaux et ce qu'on appelait notamment le point de friction. On parle de la résilience, de ses causes et de ses conséquences. Je trouve qu'il y a peut-être une notion, et vous parlez de déprime, et on peut parler de la déprime du métal, il y a peut-être une mesure qui serait intéressante à introduire dans les entreprises ou dans la vie, c'est ce qu'on appelle le point de friction en métal, c'est-à-dire qu'on étudie son élasticité. Il y a un moment où si on lâche, il revient à sa position initiale, et le point de friction, c'est quand il ne reviendra pas à sa position initiale. Et vous pouvez mettre tous les psys de la Terre, si le métal et l'être humain ont dépassé ce point de friction, ben c'est dramatique. Peut-être une notion, bon, c'est un pavé dans la mare, je ne sais pas, mais c'est peut-être une notion, cette mesure de la résilience et du point de friction des êtres humains qu'il faut peut-être étudier en entreprise. Voilà. Merci Jordi. Bah oui, merci. Peut-être même dans la vie en général, mais évidemment. Je vous propose qu'on garde, je crois qu'on va évoquer des points qui peuvent nous permettre d'éclairer cette question. Elle est évidemment éminemment importante et je ne suis pas sûr qu'on ait une réponse toute faite non plus. Ce qu'on vous propose avec Sylvia, c'est justement de vous fournir quelques clés issues de notre compréhension du système, de ce que disent d'autres aussi, on n'est pas les seuls à dire ça, pour avancer vers dépasser la période difficile ou la souffrance. Alors, si vous le voulez bien, comme il nous reste un peu plus de 20 minutes, on va prendre 10 minutes pour dérouler tout le contenu qu'on avait préparé. Bon, ça va être un peu un challenge, mais on va vous faire une petite synthèse. On aimerait passer avec vous 5 à 10 minutes sur ce qu'on appelle une étape de coaching silencieux, c'est-à-dire grâce à une méditation, une réflexion individuelle guidée, de vous permettre de vous poser un certain nombre de questions en ce qui vous concerne et d'arriver peut-être vous-même à quelques pistes de réflexion que vous avez peut-être déjà, et enfin de finir avec 5 minutes d'interaction entre nous. Du coup, 6 étapes alors, en fait, il y a beaucoup de littérature sur les étapes de la résilience et tout le monde n'est pas forcément d'accord. On vous en suggère 6 qui nous semblent être assez convergentes avec ce que nous croyons nous, comme étant des éléments favorisant la résilience. Le premier autour de tenir un journal de ses succès, déjà écrire
écrire et se raconter de manière récurrente dans cette période, c'est de toute façon, nous semble-t-il, une recommandation qu'on a entendue et qui nous semble utile. Noter, et si, alors en plus, si on y note ses réussites, c'est encore plus favorable. Le second est lié à notre bien-être physique. Là-dessus, il y a unanimité, je crois, pour dire que l'inactivité, la sédentarité ont des conséquences négatives sur notre santé et que donc prendre soin de notre physique, de notre corps est un facteur important de notre bien-être intérieur. J'entendais la semaine dernière le directeur, je ne sais pas comment on l'appelait, mais le responsable de l'unité de soins de psychiatrie à l'hôpital Bichat, qui disait la sédentarité est un mal qui vient alimenter et augmenter les troubles dépressifs qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, bouger, marcher, à minima, ça fait partie des points positifs. Le troisième est un peu plus spirituel, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une part d'acceptation en nous de ce qui se passe en ce moment. Il y a du changement, il y a plein de choses qui nous sont imposées. Nous avons je crois que si nous acceptons ce qui se passe, ça facilite notre démarche de résilience. Récemment, j'entendais dans un séminaire un spécialiste du changement, justement, qui nous disait que sa meilleure métaphore, ça parlera aux navigateurs, la meilleure métaphore du changement, c'est cet horizon. Vous imaginez que vous êtes sur un bateau et sur un bateau, vous naviguez et vous voyez l'horizon. Et cet horizon, vous pensez intellectuellement, cognitivement que vous allez l'atteindre. Mais en fait, à chaque fois que vous avancez, cet horizon, il s'éloigne. Eh bien, pour lui, c'était l'unique métaphore du changement. C'est qu'en fait, cet horizon, il s'éloigne tout le temps dès lors qu'on avance. Donc, on ne le saisit jamais puisqu'il y a toujours ce changement. Quatrième recommandation, prendre soin de soi, donc se considérer comme quelqu'un d'important et de précieux. Oui, l'estime de soi, ça fait partie et il est aussi le corollaire de prendre soin de sa santé et de son physique. L'estime de soi est une bonne condition d'aide à la résilience. Nous allons en parler dans un instant, mais évidemment, les contacts sociaux, le lien, et Paul l'a évoqué tout à l'heure, réinstaurer le lien, c'est éminemment important dans cette période. Rester en contact avec des personnes, demander de l'aide si on en ressent le besoin, proposer de l'aide aux personnes dont on ressent qu'elles puissent sentir le besoin d'aide. Évidemment que ça, c'est particulièrement important. Avec, je crois, quiconque. Un peu dommage, c'est vrai que pendant le premier confinement, il y a eu plein de témoignages de liens que nous avons pu adresser à des personnes que nous ne connaissions pas, mais que nous côtoyons, nos éboueurs au quotidien. Ça a un peu disparu tout ça, où évidemment les personnes qui acceptaient d'aller travailler pour être à la caisse du petit supermarché du coin où on allait acheter nos victuailles pour nous restaurer. Et enfin, dernier point, confiance en votre efficacité personnelle. Oui, faire des choix, à prendre des décisions, ça fait partie aussi, Sylvia l'évoquait tout à l'heure, des éléments qui nous permettent de cheminer, assumer ces actes, ça va être aussi au cœur de ce processus de résilience. Voilà 6 premières clés. On va en développer quelques-unes, mais Sylvia va nous proposer avant ça une clé de lecture aussi pour comprendre que nous ne sommes pas égaux dans le regard sur ce monde qui change. Alors, en fait, il y a un modèle d'analyse sur les comportements humains que nous aimons beaucoup et qui, en fait, est inspiré, bien sûr, de l'approche de Jung, qui propose de s'interroger sur 2 axes et 4 pôles. Alors, je vous décris d'abord l'axe horizontal, qui est votre rapport ou mon rapport au monde. Et il s'avère qu'en fonction de qui nous sommes, on va peut-être être au milieu, peut-être plutôt à droite ou peut-être plutôt à gauche. Être à droite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, considérer que l'environnement est favorable, c'est-à-dire que le monde est une opportunité. Ça, c'est vraiment très personnel et c'est une question d'histoire personnelle, d'expérience, d'éducation, de croyances, de valeurs que nous portons à l'intérieur de nous. Et de l'autre côté, il y a des personnes dont le rapport au monde les incitera plutôt à voir l'environnement comme étant hostile, mais en permanence. Alors, pas forcément en période de crise sanitaire, ça vaut aussi hors période de crise, et que le monde est un risque.
et que donc on va être préoccupé au quotidien plutôt par toutes les mesures de prudence, de sauvegarde, de protection qu'on peut prendre pour effectivement ne pas être exposé, ne pas avoir d'accident et que notre vie se passe bien. Donc, premier axe, c'est est-ce que déjà, moi, en tant qu'individu, mon regard sur le monde, il est plutôt le monde est une opportunité, l'environnement est favorable, ou le monde est un risque et l'environnement est plutôt défavorable. L'autre axe, qui est celui vertical, nous incite à nous poser la question, est-ce que, en général, j'ai tendance à être plutôt quelqu'un qui prend la main, donc ça, c'est le pôle qui va vers le haut, et que je peux agir, c'est-à-dire que je vais prendre la main et je vais agir sur le monde et sur mon environnement, ou l'autre, effectivement, on a mis « je n'ai pas de prise », mais on aurait pu mettre une phrase un peu plus positive qui est aussi « je m'adapte », c'est-à-dire avant d'agir, je vais être quelqu'un qui va considérer les différents éléments et qui va plutôt être en observation et en agilité personnelle pour s'adapter. Donc, je prends la main, j'agis ou je m'adapte. Le monde est plutôt positif et favorable ou le monde est plutôt hostile. Donc, je vous invite déjà personnellement à essayer de vous situer dans ces 4 cadrans. Est-ce que vous considérez que le monde est positif et vous pouvez agir? Est-ce que vous considérez que le monde est positif et que vous vous adaptez? Est-ce que vous considérez que le monde est plutôt hostile et que vous vous adaptez? Et est-ce que vous considérez que le monde est hostile et que vous avez un pouvoir d'action dessus? Et ce qu'on a rajouté, donc ça, c'est un modèle qui n'existe pas sur le marché, c'est un peu hasardeux de notre part, mais on a essayé de faire le lien avec cette grille de lecture, avec la notion de résilience, en se disant, bien évidemment, si je considère dans tous les cas que le monde est positif, qu'il va m'offrir des opportunités et que je peux agir, ça va être plutôt un indicateur de résilience forte. Si par contre, effectivement, je considère que je dois m'adapter en permanence et qu'il est plutôt hostile, c'est une capacité de résilience plutôt faible, entre guillemets, attention à moduler. Si évidemment, il est positif ce monde, mais je m'adapte, ça va être une résilience plutôt moyenne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais elle se situe dans une juste moyenne. Et idem de l'autre côté, je peux agir, mais le monde est bourré d'incertitudes, de risques et de choses qui sont négatives. Je vais avoir là aussi une résilience plutôt moyenne. Donc, une grille de lecture qui, encore une fois, est à la fois le croisement entre des capacités qu'on peut avoir, mais aussi un regard et des croyances et des valeurs personnelles que nous avons, qui sont construites sur la base de notre histoire, de notre éducation, de notre formation et de nos expériences. Et à partir de là, on va peut-être faire tout de suite la petite, les 5 minutes de réflexion et de pratique réflexive guidée. Donc, on va faire une pause. Nous, on va s'arrêter de parler et de vous dire un certain nombre de choses. Et je vais vous poser, si vous le voulez bien, un certain nombre de questions. Donc, ça va prendre 5 minutes et je vous invite chacun individuellement à vous recentrer sur vous, prendre une feuille de papier, un stylo et de répondre pour vous-même. Après, vous le partagerez comme vous voulez, avec qui vous voulez, avec nous si vous le voulez. Mais vraiment de partager avec vous-même de là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce qui est en train de se passer autour de vous et à l'intérieur de vous. Ça va nous prendre vraiment 5 minutes. Je vous laisse le temps de vous équiper. J'espère que tout le monde a de quoi. Je trouve que c'est mieux de le faire sur un papier avec un crayon. Maintenant, si vous voulez le faire sur votre ordinateur ou votre téléphone, bien sûr, prenez le moyen qui est le plus approprié pour vous. Mais on va se consacrer 5 minutes sur un petit exercice réflexif et qu'on propose, nous, à faire à des gens qui travaillent avec nous en équipe. On le fait de temps en temps. On le propose à nos clients pour qu'ils le fassent faire à l'intérieur de leurs propres équipes. Alors, la première question, c'est pour chacun d'entre vous, quel est le mot que vous utiliseriez pour décrire votre émotion intérieure dominante en ce moment? C'est-à-dire par rapport à cette notion de résilience, si on parle de votre état intérieur, de votre émotion dominante, quel mot vous lui donneriez? Alors là, le vocabulaire français nous donne
pas mal de possibilités, mais ça peut être de la frustration, de la tristesse, de la peur, de la colère, du dégoût, de l'envie, du plaisir, de la joie, de l'optimisme. Donc, décrivez par un ou deux mots votre état intérieur. Depuis quelques semaines, deuxième question, quelles sont les activités ou les actions qui se sont révélées être une ressource positive pour vous? Depuis quelques semaines, quelles sont les activités ou les actions que vous avez expérimentées et qui se sont révélées être des ressources positives pour vous? Troisième question, quelles ont été les personnes qui ont été des ressources positives pour vous? Quelles sont les personnes qui ont été des ressources positives et qui sont encore, me souffle Christophe, des ressources positives pour vous? Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez dire pourquoi elles sont des ressources positives pour vous? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce qu'elles sont ou qu'est-ce qu'elles vous donnent? Pourquoi ces personnes sont des ressources positives pour vous? La période actuelle nous amène forcément à essayer d'entrevoir de nouvelles perspectives. On parle du monde d'après, on parle du monde de demain, etc. Pour chacun d'entre vous, par rapport à demain, qu'est-ce que vous avez décidé? Pour chacun d'entre vous, qu'avez-vous décidé pour le monde de demain? Sixième question, de quoi avez-vous besoin pour aller vers ces nouvelles perspectives? Que vous manque-t-il? Quels seraient les moyens nécessaires dont vous pourriez avoir besoin pour ouvrir ces nouvelles perspectives? Et dernière question, avez-vous envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ce que vous venez d'écrire pour vous-même? Si ça vous fait la même chose qu'à moi, normalement, il y a de la réflexion pour la journée, là. Au moins. On ne ramasse pas les copies. Ce travail est personnel pour chacun d'entre vous. Simplement, on va clôturer dans quelques minutes, vous transmettre deux informations complémentaires. Mais si dans les échanges finaux, vous voulez réagir et nous partager quelques-unes de vos réponses, ce sera le bienvenu, évidemment. Je vous laisse encore deux minutes. On a le souci de rester dans le timing aussi, il est 10h54.
Qu'est-ce que vous souhaitez là, que On vous vous laisse souhaitez qu'on puisse répondre aux questions en live ou… dans 5 minutes. On va vous D'accord, ok. laisser encore Voilà. un peu de temps pour rédiger. J'ai toutes les réponses. C'est ouais. partagé avec vous. C'est pour rester sur une dimension positive et relationnelle. On aime beaucoup parler de l'étude dont Robert Waldinger est l'actuel directeur. Hein, c'est une étude au long cours qui s'est fait chez Harvard. Vous avez plusieurs vidéos sur Internet qui circulent où Robert Waldinger présente les résultats de cette étude. C'est une étude, je crois qu'on peut la qualifier de scientifique, sur quels sont les facteurs qui concourent à une bonne santé et à un bonheur quand on a plus de 80 ans, grosso modo. Et donc, des chercheurs ont étudié tous les facteurs qui pouvaient concourir à la bonne santé et au sentiment de bonheur. Et ils en ont conclu que le facteur essentiel, c'était des relations interpersonnelles de qualité avec son entourage. Donc, j'en vois plusieurs opiner du chapeau, comme on dit, ou du chef. En effet, voilà, ça rejoint notre intention de Kilotoa, ça rejoint ce que nous avons évoqué à plusieurs moments dans ce webinaire. Évidemment, prendre soin de soi, prendre soin des autres et chercher à nouer des relations de qualité, ça peut être un bon moyen, évidemment, d'accélérer ou d'agir tout simplement. Aujourd'hui, dans son environnement, dans sa zone d'influence, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais on s'est dit tout à l'heure que finalement, on n'a pas beaucoup d'action et d'emprise sur ce qui se passe globalement aujourd'hui dans le monde. On n'a pas d'emprise sur la vaccination, sur la pandémie, etc. Par contre, on a de l'emprise, on a de la possibilité d'action sur ce qui se passe pour soi et avec les gens qui sont proches de nous. Donc, on voulait vous parler de cette étude. Et puis, du coup, on vous invite à aller écouter la vidéo de Robert Waldinger. Elle est très enseignante, très riche et très humaniste. Et pour terminer, et ce sera le dernier volet, un tantinet commercial de Kilotoa, c'est vous dire que on a mis en place des actions auprès de nos clients depuis maintenant 1 an et que c'est grosso modo 3 volets qui sont mis en place, des webinaires un peu du type de celui que nous faisons aujourd'hui, qui sont destinés à plutôt de la sensibilisation. On a des formateurs dans l'équipe qui sont formés à animer des groupes de parole auprès de collaborateurs pour accueillir la parole du vécu du moment, pour répondre aux questions que Sylvia vous a posées. Et puis enfin, on a élargi notre offre de formation à 2 sujets en particulier. Il y en a d'autres, hein, mais un pour des managers, les aider à accueillir la souffrance ou la détresse de leurs collaborateurs. Comment conduire un entretien qui permette d'accueillir la difficulté. Le 4 mai prochain, on teste cet atelier dans une formule où on accueille des collaborateurs d'entreprise. Si ça vous intéresse, faites-nous en part. C'est une formule payante, mais on peut discuter avec vous de votre intérêt sur ce sujet. Et puis, on se prépare à mettre en place un atelier qui va s'appeler Haut les corps, qui va être animé par une de nos anciennes danseuses et sophrologues, pour aussi inviter à se réapproprier notre corps comme outil au service de notre bien-être global. Voilà, on avait d'autres choses à vous raconter, mais on est dans le timing, il est 10h58, on va pas vous en dire beaucoup plus. On va se laisser une fenêtre maintenant pour échanger avec vous à votre convenance en fonction de vos souhaits et éventuellement répondre à des questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Je voulais juste rajouter une phrase. Un très bon médicament social, c'est le lien social. Excellent. On est d'accord. Oui, moi j'ai 2 pistes peut-être par rapport à le fait d'être résilient. La première piste, il est donné par la méthode Vitos, pour ceux qui connaissent, mais qu'importe. Le professeur Vitos disait, quand on est dans le sensoriel, on n'est pas dans le mental. Donc, peut-être une façon de bien gérer son stress ou ses états de choc, c'est de faire de la cuisine, de faire du jardinage, de faire des choses qui sont corporelles ou sensorielles. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, je me demande si c'est pas dans le TEDx de Isabelle Fidiosa que j'avais entendu parler que la calinothérapie quelque part, c'est que quand on prend quelqu'un dans ses bras, on génère chez lui de l'ocytocine qui est un puissant anticortisol. Voilà. Absolument d'accord. Merci Stéphane, merci Paul aussi. Mais oui, tout à fait d'accord. Et et effectivement, prendre la personne pendant 20 secondes dans les bras, ça lui fait effectivement, c'est juste fabuleux.
Et alors, sans transition, j'ai envie de dire, je voulais juste témoigner de moi ce qui m'est arrivé fin 2020 par rapport donc à cette résilience. Actuellement, c'est mon activité, j'accompagne les personnes de 40-50 ans à retrouver du sens dans leur vie et en même temps, en parallèle, et j'ai même envie de dire avec, je suis également praticienne dans le massage, donc un rapport avec le corps justement et aussi avec les sens. Et en décembre 2020, je me suis retrouvée sans un centime pour pouvoir payer mon loyer au mois de janvier. Et ça a été un énorme challenge pour moi. Je savais que je disposais d'une somme à partir de mi-février, mais pendant 5 à 6 semaines, j'avais plus rien, quoi. Et une amie, donc le lien social, une amie m'a dit, mais Laurence, fais une vidéo. Et donc, j'ai fait une vidéo, pas de gaieté de cœur, hein, je vous le dis, mais à 54 ans, j'avais franchement c'était pas facile. Mais j'ai fait une vidéo en exposant ma situation financière et en disant que, en échange d'une séance de coaching ou en échange d'un massage, quel que soit le montant du don ou du prêt, les personnes pouvaient bénéficier de ce que je propose habituellement à d'autres tarifs. Et c'était complètement OK pour moi. Et quand j'ai appuyé sur envoyer, sur publier, j'étais tremblante parce que c'était vraiment dur pour moi. Et finalement, les réactions ont juste été fantastiques parce qu'on m'a dit, Laurence, merci d'oser montrer ta vulnérabilité, d'oser te montrer authentique. Et cette vidéo qui finalement était dans un groupe Facebook privé, j'ai fini par la mettre sur LinkedIn et j'ai même fini par la mettre sur ma chaîne YouTube parce que je me suis dit, des entrepreneurs en 2021 qui vont être dans ma situation, il va y en avoir énormément. Et si cette vidéo peut impacter, si les gens peuvent entendre et ressentir que le lien social, il est là, que la solidarité, elle est là, qu'on n'est pas tout seul, let's go, quoi. Donc, ça a été vraiment, au tout départ, trembler en appuyant sur le bouton publier. Et puis, finalement, ça a été quelque chose de génial parce que le cadeau caché, donc c'est pour ça que la résilience, pour moi, c'est un mot très, très fort. Les cadeaux cachés, c'est que des personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam sont venues vers moi pour un massage, pour une séance de coaching. Et il y a des personnes qui ont transformé en 2 séances, qui ont transformé leur façon de penser. Quelqu'un qui était en recherche de repères par rapport à son activité professionnelle a trouvé comme ça et il est super content. Enfin, des femmes qui ont reconnecté à leur féminin juste grâce à un massage. Voilà, ça a été finalement beaucoup de donner-recevoir. J'ai fait une demande de prêt, de don, et puis finalement, j'ai pu après donner. Et je trouve que c'est ça aussi la résilience. Et je voudrais juste revenir sur le point de friction dont parlait Jordi. J'ai adoré votre intervention parce que la résilience, je pense que c'est ça. C'est où effectivement, au niveau métal, ça peut revenir à l'état initial. Mais le point de friction, c'est que il y a quelque chose qui est déformé, mais déformé dans le sens positif, parce que finalement, ce que m'a appris ce trou financier que j'ai eu, et je suis prête à le revivre, ça a aidé d'autres personnes. Et moi, ça m'a repositionné sur ma posture d'entrepreneur. Et là, j'ai pris des décisions concrètes pour que ça ne m'arrive plus du tout, quoi. Et voilà, c'était le témoignage que je voulais faire parce que cette expérience a été extrêmement forte et elle a impacté des dizaines de personnes que je ne connaissais même pas sur YouTube, LinkedIn et tout. Et je trouve ça important d'en témoigner aujourd'hui parce que peut-être autour de vous, il y a ou même vous êtes des entrepreneurs qui êtes dans une détresse financière ou sociale ou émotionnelle. Et j'ai vraiment envie de témoigner que quand on se montre vulnérable et qu'on est authentique, j'ai envie de dire, la vie fait que vous allez réussir à vous en sortir. C'était mon témoignage. Merci, Laurence. Merci. Avec le cœur. Merci, Laurence. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ou... Oui, ça tombe bien. Merci, Laurence, pour l'émotion que je partage grâce à toi avec tout le monde. Et c'était ce que je voulais rajouter à tous vos points riches, intéressants, avec lesquels je suis complètement en accord. C'est que dans la partie de la résilience, vous avez
vous avez donné des pistes. L'estime de soi est importante et accueillir son intériorité, c'est accueillir ses émotions. Et je trouve qu'aujourd'hui, elles ont du mal à apparaître de façon plus claire dans le concept de la résilience. Et plus j'accueille comment je me sens à l'intérieur de moi, plus je m'accueille sans jugement, plus je donne du sens à cette émotion qui circule en moi et qui passe par le sensoriel, vous en avez parlé, par le corps, plus j'ai la croyance en tout cas que je vais pouvoir mieux passer à l'action. Mais c'est ce temps de pause où j'accueille mes émotions, vous pouvez accueillir vos émotions sans tabou, avec même si elles sont basées sur notre peur de mourir, c'est-à-dire notre envie de survivre. C'est justement aller regarder ça avec beaucoup d'empathie et de bienveillance qui va nous permettre, à mon avis, et vu mon expérience et l'accompagnement des gens qui sont autour de moi, dans les entreprises, dans la sphère privée, c'est ça qui va nous permettre d'être encore plus dans le choix pour agir. Merci. Merci Magali. Merci Magali. Des réactions, des commentaires, des questions? Ah si, j'ai une intervention un peu particulière. Ah pardon, j'ai enlevé la caméra Paul dans le dossier à nouveau. Il y a un paradoxe terrible, bizarre. C'est que ce virus a permis, entre guillemets, de rapprocher des gens, mais les rapprocher artificiellement en vision. Alors, un mal pour un bien, mais c'est assez, on peut s'interroger. C'est un peu, alors le progrès, moi, je suis plus jeune, j'avais écrit le progrès, c'est le regret. Alors, l'informatique, ça, faut aller de l'avant, etc. Mais quelque part, le basique, c'est de rencontrer des gens dans un café dans le village, quoi. Et on en a supprimé beaucoup. Enfin, ils ont été supprimés pour plein de raisons. Et aujourd'hui, il y a la crise sanitaire. Mais on revient à des interrogations. Je n'ai pas de réponse. Hein. C'est de se dire vivement qu'on se retrouve physiquement. Oui, bien sûr. Et qu'on se fasse des hugs. Oui. Malgré tout, je trouve qu'il y a eu plein d'inventivité dans cette période. Et il y a des personnes qui font des apéros ambulants, hein, qui se retrouvent entre amis par petits groupes et qui déambulent aux horaires autorisés, hein, bien évidemment, mais qui ne restent pas confinés dans un seul endroit et vont marcher. On a un de nos amis qui propose des lectures de textes devant 5 personnes dans les jardins. Voilà, des lectures de textes de la littérature ou du théâtre. Il y a eu mille initiatives très positives qui montrent que l'ingéniosité existe, que les ressources, elles existent en chacun d'entre nous et que parfois, la contrainte est ce qui va faire générer cette initiative. Jordi, vous vouliez parler. Et puis Alex. Juste un petit mot qui aurait été peut-être plus critique tout à l'heure, mais après l'intervention de Laurence, ça n'appelle qu'à des propos positifs. Vous parliez tout à l'heure de la détresse des managers, donc je m'étais noté cadre ou dirigeant, donc je pense plutôt au middle management, où la période actuelle et le télétravail ont fait peut-être à mon sens apparaître, et je suis pourtant moi-même un patron depuis très longtemps, qu'il faut peut-être passer d'un middle management qu'on a enfermé dans le contrôle, et je rajouterai ce que vous avez dit tout à l'heure, ou le simple transmetteur d'informations, à un vrai management d'accompagnement de ces équipes, parce que on se rend compte effectivement qu'on a peut-être été trop ces dernières dizaines d'années dans le contrôle et dans un middle management du contrôle et de la transmission d'informations, et qu'il faut peut-être repasser tout simplement au vrai management. On est OK avec ça, évidemment. Information complémentaire, on n'en a pas parlé, mais il y a un autre baromètre qui a été fait sur la santé des dirigeants, qui a été publié en début d'année. Et je crois qu'il y a 35 ou 37% des dirigeants d'entreprise, principalement dans des TPE, qui s'estiment proches du burn-out. Et évidemment, vous l'imaginez, notamment des gens qui sont dans des activités qui souffrent particulièrement de la perte d'activité du moment. Donc, je crains que ça touche
ne touche pas que des cadres du middle management, ça touche aussi des dirigeants, peut-être pas des grands dirigeants, Oui. mais des dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire n'échappent pas aussi à ce qui se passe. Alexia, vous aviez… Ouais. Juste peut-être intervenir. Alors, je n'avais pas prévu d'intervenir et je ne suis pas très à l'aise, mais je voulais peut-être parler un peu de mon expérience qui est en lien avec la santé, puisque moi je suis professionnelle de santé, hein, j'étais infirmière et j'ai choisi par la suite de m'orienter vers la gestion des risques pour améliorer le système qualité et du coup les difficultés hein, de notre système aujourd'hui. Et du coup, j'ai mis beaucoup d'énergie ces dernières années dans ce domaine jusqu'à l'année dernière, mais peut-être même avant, une impuissance de pouvoir faire bouger les lignes, comme on dit. J'ai décidé l'année dernière, en période de crise, de tout arrêter pour faire un break et partir dans la taille de pierre. Donc, vous voyez, il y a tout un parcours qui est assez particulier. Juste pour dire que dans mon parcours, il y a toujours eu une quête justement de comprendre, enfin moi le terme résilience me parle beaucoup, hein, à titre personnel et au titre des organisations, et vraiment très inspirée par les organisations enfin, dans la santé, puisque je crois qu'il y a beaucoup de résilience à faire hein, dans nos structures, et j'ai toujours cherché à comprendre du coup, si on devait se changer soi d'abord ou changer le groupe, changer le système pour pouvoir avancer, ça a été de longs débats avec beaucoup de personnes autour de moi. Moi j'ai souvent cru qu'il fallait déjà se changer soi. Je crois aujourd'hui, avec l'expérience, que les deux se font en même temps. Ce qui compte pour moi, c'est de savoir quel est le but et le sens qu'on donne à titre personnel et au niveau des organisations. Je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on se perd dans beaucoup de choses et qu'on perd le sens en fait de là où on veut aller, là où les organisations veulent aller. Qu'est-ce qui bloque? Alors moi, pour travailler dans la gestion de risque, on utilisait souvent, hein, vous connaissez peut-être certains des grilles d'analyse de risque. Et dans la santé, on parle de grilles alarmes qui permettent de comprendre les facteurs contributifs. Hein, quand il arrive un incident grave, un événement grave, comment on l'analyse? On va dire ce qui apparaît au premier regard, hein, une erreur souvent humaine, mais derrière, qu'est-ce qui se joue derrière tout ça? Qu'est-ce que, en termes de compétences, en termes de formation, en termes de pression, en termes de manque d'effectifs, en termes de plein de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent contribuer justement à ces événements indésirables graves, comme on dit, à ces crises, et c'est d'essayer de comprendre tout ça. Donc tout ça m'inspire beaucoup à la résilience, et je voulais avoir un petit mot parce qu'aujourd'hui, pour avoir traversé aussi beaucoup de phases à titre personnel et vraiment toujours en parallèle avec ma profession, je suis très optimiste aujourd'hui, et vous demandiez quel était notre état d'esprit. Moi je suis plutôt sereine, optimiste et très émerveillée. Et j'espère pouvoir communiquer ça à tous, vraiment. Et dans mon parcours, alors moi je me suis intéressée à plein de domaines pour essayer de comprendre justement la résilience, le changement, comment il s'opère, comment on se transforme et on transforme les organisations. Il y a un bouquin qui m'a beaucoup inspirée, que peut-être certains connaissent, et vraiment moi qui m'a beaucoup aidée, dans lequel je reviens régulièrement, qui s'appelle, en me connectant, je me suis dit, il faut que je ressorte mon bouquin, qui s'appelle L'immunothérapie du changement, que vous connaissez peut-être, qui est de Robert Kegan et Lisa Laskolae, donc qui sont américains, et qui explique justement ce changement à travers les organisations et à travers soi. Et c'est vrai que vous parliez justement tous de se mettre à nu, hein, d'expliquer sa vulnérabilité, que les dirigeants ont un rôle à jouer là-dedans, et ce bouquin est vraiment en lien avec tout ça. Il explique à quel point on a des blocages personnels, et au même titre, les entreprises ont des blocages, et l'idée, c'est de comprendre quels sont ces blocages et qu'est-ce qui fait qu'on met des freins là où on veut vraiment changer les choses. Et finalement, quand on met deux énergies qui s'opposent, rien ne bouge. Il faut comprendre en fait tout ça, que ce soit à titre personnel et à titre organisationnel. Donc, connaître sa carte d'immunité. Ça a coupé. Ça a coupé, Alexia. J'ai l'impression que quelque chose qui a bloqué. Ça y est, on vous réentend, ça avait coupé, effectivement.
Oui, vous m'entendez, oui. Merci. Vous m'entendez? Oui. Bien. Voilà, ce livre explique qu'on ne change pas forcément par l'ajout de compétences, mais que c'est vraiment le système de croyance qui doit changer et que voilà, c'est un changement adaptatif et pas forcément un changement technique qui doit s'opérer. Et si c'était notre conclusion, ça? Parce Merci. que moi, je dirais que après ça, sans doute, vous auriez d'autres choses. Merci beaucoup, Alexia, pour ce témoignage et cette proposition. C'est vrai qu'on n'a pas Merci à vous. Merci infiniment à chacun d'entre vous d'avoir consacré son heure 45 de ce matin pour la passer avec nous. Merci à la ville de Levallois. Merci à la ville de Levallois qui nous a proposé cette tribune. Tout à fait. Un spécial merci à ceux d'entre vous qui avaient bien voulu garder votre caméra ouverte pendant toute cette heure 45. Nous y sommes très sensibles. Et puis bah voilà, si cet échange, si ce temps de partage a pu être utile, eh ben nous en sommes heureux. Et on se retrouvera sans doute une autre fois, puisque on doit être à notre 6e ou 7e webinaire pour la ville de Levallois et qu'il n'y a pas de raison qu'on arrête. Et puis, si jamais vous passez à côté du 123 rue Jules Guesde à Levallois, eh ben, il y a un petit espace café. Il n'y a pas toujours du monde en ce moment parce que les équipes sont en télétravail, mais moi, je suis là quasiment tous les jours. Et donc, on peut prendre un café et continuer de papoter avec plaisir. Merci beaucoup. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Oui.